Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur ce forum infrastructure et mobilité, répondre aux besoins de tous. Si vous êtes là, c'est que vous avez des questions, des interrogations, des témoignages et on vous donnera la parole, bien que nous soyons dans un temps contraint. On est ensemble pour 1 heure et demie avec deux tables rondes. Alors juste un petit rappel du contexte. À l'approche des élections municipales et puis à l'issue de la conférence France Ambition Transport, la plupart des élus des communes que vous êtes, des élus d'Interco, sont plutôt démunis, inquiets, voire se sentent délaissés. C'était aussi le résultat de l'enquête que l'AMF avait menée face à leurs responsabilités et leur obligation, d'une part de gérer, entretenir les infrastructures de vos communes, que ce soit les routes, aussi les ponts, qu'il ne faut pas oublier. Et puis face aussi à cette garantie instaurée par la loi LOM, de pouvoir proposer une mobilité décarbonée qui délaisse l'autosolisme dans tous vos territoires, y compris en zone peu dense, que vous soyez d'ailleurs des élus d'Interco avec des communes aux franges de votre territoire qui sont peu denses, ou que vous soyez des élus de petites communes rurales. Il y a beaucoup de défis à pouvoir mettre en place cela. Donc la question de ce forum, finalement, c'est de réfléchir ensemble sur la feuille de route qui serait bon de mener pour le prochain mandat. Et donc nous accueillons nos deux coprésidents qui, à l'AMF, s'occupent de la commission mobilité. À mes côtés, c'est Frédéric Cuillerier. Bonjour Frédéric, vous êtes maire de Sainty, dans le Loiret. Et vous êtes donc coprésident de la commission qui travaille sur les mobilités à l'AMF. Vous êtes aussi président d'un syndicat intercommunal et membre aussi du Conseil national de sécurité routière. Donc ces sujets-là vous tiennent à cœur, que ce soit les infrastructures, le vélo. Et donc, qu'est-ce que vous attendez de ce forum ce matin ? Tout d'abord, un rappel très rapide. Les routes françaises, c'est 1 100 000 km. La part prise en charge par les communes, 717 000 km et 120 000 ponts. C'est-à-dire si nous avons une responsabilité importante en matière d'infrastructure. Et un troisième chiffre, 700 000 km de chemins ruraux. L'État, de son côté, a 10 000 km de routes nationales et 10 000 km d'autoroutes qu'il a concédées. L'État reçoit 45 milliards des recettes de la route et nous délègue, nous reverse quelques miettes. Donc je pense que ce contexte-là, il faut l'avoir en tête parce qu'il est essentiel aujourd'hui. Nous, les maires, les présidents d'intercommunalité, nous portons une part essentielle du réseau routier français qui constitue le patrimoine des Français. Donc sur ce point, il faut vraiment avoir ces chiffres en tête pour pouvoir réfléchir ensemble. Et aujourd'hui, moi je suis très heureux que vous soyez là. Certains peut-être sont aujourd'hui coincés dans les mobilités parisiennes. Je le fus moi pendant plus d'une demi-heure tout à l'heure, mais ils vont arriver. Ce que nous attendons, c'est vos témoignages. Nous dire comment vous faites pour, malgré tout, malgré ce déficit financier qui nous incombe en termes d'entretien, comment vous faites, vous les maires, pour vous en sortir dans ce contexte difficile. Merci Frédéric Cuillerier. Sylvain Laval, vous êtes le coprésident aussi de la commission mobilité, président du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, le SMAG, mais aussi maire de Saint-Martin-le-Vinoux en Isère. Et vous êtes aussi vice-président de la métropole grenobloise depuis peu. Donc vous avez plusieurs casquettes et plusieurs visions du territoire. Quel est votre état d'esprit ce matin ? Bonjour à toutes et à tous. Je crois que ce matin, l'idée, c'est de pouvoir partager avec les collègues sur ces enjeux de mobilité qui sont divers entre les différents territoires. On ne répond pas aux besoins de mobilité de la même manière qu'on habite en ville, en zone périurbaine ou en zone rurale. Et dans le contexte que Frédéric décrivait à l'instant, je crois aussi qu'il faut que nous nous organisions pour voir quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en place sans forcément transformer tout le cadre ou tout le cadre financier, puisque nous savons que c'est contraint. Et c'est aussi l'objet des échanges de ce matin, c'est de voir les réponses et les adaptations que nous pouvons avoir dans les différents types de territoires.
Merci beaucoup. Je vous propose de démarrer par notre première table ronde. Je vais vous présenter les intervenants là, qui sont à mes côtés. Donc, route, pont, voirie, angle mort des politiques de financement. Frédéric Cuillerier le rappelait à l'instant, il n'y a pas de ressources dédiées pour finalement affecter à cette obligation d'entretien et de gestion. Donc, pour en parler, Pascal Bory, ici à ma gauche, maire de Villeneuve-les-Avignon, dans le Gard. Vous êtes une commune périphérique d'Avignon. Vous nous disiez ce matin que vous êtes à cheval finalement sur 2 régions, 2 départements. Donc vous êtes vraiment aux franges administratives, ce qui soulève pas mal de soucis quand on s'occupe d'infrastructures. Et puis vous êtes aussi conseil départemental du Gard. Donc on ira chercher votre double casquette pour comprendre un peu comment tout ça se goupille sur le terrain. Ensuite, c'est Jean-Claude Labrador. Bonjour, vous êtes maire d'une commune guyanaise qui s'appelle Roura, à l'est de la Guyane, plutôt proche de Cayenne, enfin pas trop loin, je crois une quarantaine de kilomètres. Et vous avez aussi d'autres fonctions à l'échelle régionale. Et puis à la préfecture, comme Frédéric, sur la prévention sécurité routière. Et on sait que le sujet est prégnant sur les routes guyanaises, donc on en parlera. Et puis, Frédéric participera plus particulièrement à cette table ronde. Alors, Madame Bory, je démarre avec vous. Villeneuve-les-Avignon, je dresse un petit peu sa fiche d'identité des mobilités, on va dire. C'est 100 km de voirie, 9 agents qui s'occupent de l'entretien, donc plutôt des petits et des menus travaux. Pas mal de marchés avec des entreprises justement pour tout ce qui est travaux. Et puis le pont d'Avignon, puisque vous avez un pont qui est construit... Le plus moderne, évidemment. Le plus moderne et qui est construit sur l'emplacement du fameux pont d'Avignon à côté, oui. Et qui dessert au quotidien énormément de trajets. Donc peut-être un mot sur l'état des routes. Comment vous décririez finalement l'état de vos infrastructures? C'est bien, bon, pas bon? Alors, la particularité, vous l'avez évoqué, un nombre de kilomètres de voirie. La commune de Villeneuve-les-Avignon n'a pas une énorme superficie et permet peut-être aussi d'avoir, on va dire, des routes à peu près, je dis bien à peu près en bon état, des routes passantes qui sont bien sûr des routes départementales. Avec beaucoup de circulation, et après des petites voiries qui desserrent notamment les habitations. Voilà, avec évidemment des voiries qui sont dans ce cas-là souvent en moins bon état. Vous avez un budget de... Alors, je parle sous votre contrôle, mais un budget communal de 20 millions d'euros de fonctionnement, Oui. 10 millions d'euros d'investissement, dont en moyenne un tiers consacré à la voirie. C'est aussi pour ça que les routes sont plutôt en bon état. Votre commune, c'est plutôt une commune, on va dire, plutôt une commune aisée, donc vous n'avez pas trop de ressources. Enfin, alors, vous allez nuancer ce que je dis. Mais par souci de bonne gestion, il y a quelque chose qui vous semble important, parce qu'en fait, on est toujours en train de faire des travaux. Il n'y a pas que les maires qui font des travaux sur leur voirie, il y a aussi tous les réseaux. Et pour vous, c'est important de planifier. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place notamment... Juste une petite précision, il n'y a pas de commune riche, il y a des maires économes. Non, alors je précise parce que tout dépend effectivement des dotations. Nous sommes plutôt, je dirais, une commune pauvre de riches. Parfois, c'est l'inverse, puisque dès qu'il y a un haut niveau de revenu, un revenu moyen de la population, eh bien non, au contraire, nous avons très peu de dotations globales de fonctionnement. Nous avons actuellement plutôt 35 € par habitant de DGF, quand mon collègue de Saint-Gilles, sur le même département, en a 5 fois plus. Voilà, c'est simplement le niveau de revenu aussi de la population et le nombre de kilomètres qui fait que de voirie qui fait la différence. Donc non, nous faisons avec peu de moyens. Donc là on voit effectivement sur des infrastructures. Donc je vais reprendre votre question en fait. La question c'est simplement en termes de planification. Oui. Vous me disiez que vous cherchez à avoir une bonne gestion. Alors oui, parce que justement, comme nous avons vraiment peu de moyens, et je reprends les propos, et donc nous sommes obligés d'être très économes. Dès le début du mandat, ce que nous faisons, c'est que nous recensons en fait bien sûr les besoins de nos voiries.
mais nos voiries avec des définitions importantes. Est-ce qu'il y a besoin de réseaux, de refaire les réseaux humides? Est-ce qu'il y a besoin de refaire les réseaux secs? Ça, c'est la première chose. Donc, nous recensons également, nous nous rapprochons du Grand Avignon, de l'agglomération qui doit intervenir sur les réseaux humides. Nous nous rapprochons de Enedis, des différents prestataires de Orange, pour connaître en fait leur propre planification. Et fort de cette planification, en fait, nous allons nous-mêmes, à ce moment-là, faire un PPI, une planification d'investissement en fonction en fait, des interventions des uns et des autres. Et ça va nous permettre de donner en fait, un ordre. Il n'est pas question de refaire une voirie si 2 ans après, on va avoir une intervention sur les réseaux. Et au-delà de ce bon sens, j'avais cru comprendre aussi que ça permet d'avoir des recettes supplémentaires ou pas, parce que en vous coordonnant avec justement par exemple avec les eaux pluviales, ça permet du coup de monter un financement un peu plus... L'intérêt effectivement, déjà c'est que lorsqu'ils rebouchent, ils ont leur part de travaux de rénovation de la voirie. Donc généralement, la commune n'a plus que le revêtement de surface, voire si c'est une route départementale qui passe en agglomération, eh bien non, c'est la charge du département. Donc finalement, la commune, dès lors, n'a plus que les trottoirs ou les voies cyclables. Et comme c'est dans ce cadre-là, elle va obtenir des financements en effet, et surtout quand on est à proximité d'un collège ou d'un lycée, il faut aller chercher les financements auprès des organismes qui ont la gestion de ces collèges et lycées, parce que ça permet d'avoir des financements parfois supplémentaires. Et alors du coup, en tant que maire de Villeneuve-les-Avignon, quelle est votre vision ou comment se pose la problématique pour vous dans les prochaines années ? Et quelle est votre vision finalement de la prise en charge de ces infrastructures? Mais en remontant d'un cran, quelle est la vision de la mobilité que vous voulez offrir aux gens qui traversent la ville et qui utilisent les infrastructures? Là, votre question est particulièrement large. Je ne voudrais pas monopoliser la parole parce qu'on est à différents niveaux. On l'évoque aujourd'hui, la problématique d'appauvrissement des communes et des départements. Ça devient très problématique. On bénéficie de moins en moins des subventions de l'État. Donc dès lors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette planification alors qu'une planification, généralement, on la fait sur 5 ans. Or, l'État n'est plus capable de nous donner en fait une visibilité des subventions. Donc ça, aujourd'hui, c'est la vraie problématique. La taxe d'aménagement qui nous a porté un autofinancement. Enfin, aujourd'hui, le changement de financement de cette taxe d'aménagement, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, les financements deviennent problématiques parce qu'on n'a plus la visibilité déjà. Merci pour ces quelques mots d'introduction et de contexte. Madame Bory, Jean-Claude Labrador, chez vous, quel est l'état des routes? Même question. Comment vous qualifieriez finalement emmenez-nous en Guyane pour qu'on comprenne un petit peu comment aborder les choses. Alors, oui, non, tout simplement. Vous avez, je dirais que j'ai oublié d'inviter éventuellement mon collègue Gilles Delson, qui se trouve sur la route de Macoria. C'est une route, une commune où, pour se rendre sur Cayenne, qui est à 25 km à peu près, c'est tous les matins un embouteillage de 25 voire 30 km tous les matins pour aller travailler. Et le retour, pareil. Alors nous, notre souci, c'est qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas une étude réelle des accès sur un schéma directeur sur les routes en Guyane. Bon, il y a un souci là, tac, on fait une route. Il y a un souci là, on fait une route. Et or, ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas assez dessiné. Sur ma commune, Roura, c'est pareil. Moi, je crains une chose, c'est que je veux bien que les gens viennent à Roura parce que c'est la plus belle commune de France. Mais bon, pardon. Non, de Guyane, pardon. Mais je veux dire que par là, c'est qu'on est en train de vivre cela aussi maintenant, parce qu'on est à 25 km. Et maintenant, vous avez ce problème d'embouteillage. Alors, par contre... Alors, sans parler de développement des infrastructures, est-ce que vous pouvez juste nous redire l'état des routes? Parce que là-bas, c'est quand même un climat équatorial, donc les routes sont aussi soumises à beaucoup de pluie, et je crois qu'elles sont en partie dégradées. Alors, elles sont suffisamment dégradées pour qu'on puisse alerter l'État sur la situation.
Et l'accès des communes, notamment de l'intérieur, est assez compliqué, voire même très compliqué, parce que travailler sur nos routes, ce n'est pas évident, mais seulement il faut aussi, comme a dit ma collègue tout à l'heure, il faut que l'État mette les moyens. Il ne faut pas faire pour faire. Il faut mettre les moyens de façon à permettre justement que ce pays, ce département puisse s'ouvrir. Et nous avons le problème sur Maripasoula et compagnie. Et vous avez un accès touristique qui est très important, qui a un effet économique très important, c'est la commune de Regina, mais plutôt la commune de Co-Regina. C'est-à-dire que lorsque vous allez à Co, c'est là que vous avez toute la diversité, j'oublie son nom, c'est pas la diversité, ça m'échappe, mais en tout cas la biodiversité. C'est là sur la commune de Co-Regina. Et pour y accéder, c'est compliqué parce qu'il pleut beaucoup et vous avez les arbres, les fêtes des arbres qui se rejoignent. Et lorsque vous coupez justement pour pouvoir faire rentrer le soleil quand il fait beau, vous avez les écologistes qui vous disent non, vous ne pouvez pas le faire, il faut attendre qu'il fasse beau. Et comment faire bénéficier du soleil? Donc, il est évident que cette situation complexifie. Parce que moi, je suis aussi chargé de mission sécurité routière. Et nous avons actuellement, c'est une catastrophe sur la route. Nous avons pratiquement, à l'heure qu'il est, on est entre 25 et 30 morts. Oui, alors ça c'est toujours une question. Est-ce que c'est l'état des routes qui provoque les accidents? C'est peut-être un petit peu compliqué de le dire. Ça peut être aussi non, parce que si la route est éclairée la nuit... Oui, c'est ça. Alors, vous avez combien de kilomètres de voirie? Ça m'intéresse d'avoir le comparatif. Je n'ai pas en tête, donc je ne vais pas en donner pour que ce soit pas fou. Mais c'est plus de 100 par exemple ou pas? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc en fait, on comprend que la charge financière est liée finalement est proportionnelle au linéaire, Frédéric, mais en même temps, la taille de la commune est, elle, découplée du nombre de kilomètres de linéaire qu'il faut gérer. Et vous le savez bien parce que vous êtes d'une petite commune, finalement, avec quand même pas mal, je crois que vous êtes maire d'un village qui a 25 kilomètres de voirie. Donc, comment se pose le problème pour les petites communes? Alors, moi, je voudrais parler au nom effectivement des communes à faible dimension financière, oui, si je puis dire, et faible population. Moi, je suis un peu différent parce que 4000 habitants dans ma commune, 25 km de voirie. Mais nous avons des communes qui comptent, et j'ai un certain nombre de témoignages à travers la commission, qui comptent 400, 500 habitants. Moi, j'ai un budget de 7-8 millions. Et ces mêmes communes ont un budget de 700 000, 800 000 euros, avec malgré tout le même linéaire de kilomètres que ma commune. Moi j'ai 25 kilomètres, certaines communes ont 700 ou 600 habitants et ont 40 kilomètres de voirie. Donc c'est dire si la part budgétaire qui va être consacrée ne peut être que faible, puisque nous avons les mêmes longueurs de voirie, mais des budgets 10 fois moins importants. Et c'est ça le vrai hiatus qu'il y a aujourd'hui, la difficulté, le paradoxe sur lequel nous devons travailler pour bâtir un nouveau modèle économique qui soit beaucoup plus juste qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors justement, rappelez-nous peut-être une ou deux positions de l'AMF pour construire ces nouvelles politiques de financement plus justes qui amèneraient à des mobilités pour tous. Alors, je rappelle, l'État reçoit entre 45 et 50 milliards des produits de la route. Nous reverse que quelques miettes. Donc nous avons formulé au sein de la Commission et de l'AMF un certain nombre de propositions. La première, c'est qu'au moins les amendes de police municipale nous reviennent. Ça paraît être un point logique. Aujourd'hui, elles ne nous reviennent pas en intégralité. La deuxième proposition, c'est que les concessionnaires fassent un effort particulier puisqu'ils utilisent, et vous l'avez dit chers collègues, ils utilisent notre voirie pour passer un certain nombre de réseaux, qu'ils soient aériens ou qu'ils soient souterrains. Vous trouvez qu'aujourd'hui ils ne paient pas le service à leur juste valeur? Non, nous recevons souvent, nous recevons, si vous voulez, des sommes qui sont très faibles, et d'autre part, ils nous laissent la voirie dans un état qui nécessite, au bout d'un certain temps, des rénovations. Il y a d'autres propositions également. Les concessions autoroutières vont s'arrêter, vont être renégociées entre 2031 et 2037. Et les autoroutes débouchent sur quoi le plus souvent? Ils débouchent sur des routes communales.
au-delà du péage. Donc il serait logique qu'il y ait une participation des concessionnaires automobiles pour venir renforcer le financement de notre côté. Et puis dans ce nouveau modèle économique, il paraît logique qu'il y ait une part des 50 milliards que reçoit l'État pour 1% des routes françaises qui nous reviennent également. Là, il y a un débat qui doit se faire, mais jusqu'à présent, l'État est un peu sourd. Et puis, nous voulions aussi, autre proposition, profiter d'Ambition France Mobilité, Ambition France Transport, qui s'est déroulée depuis le mois de mai jusqu'au mois de juillet, pour imaginer notamment les services express régionaux métropolitains, pour avoir une vision de l'aménagement du territoire qui intègre dans la conception des SERM, qui intègre effectivement les communes rurales et les communes périurbaines dans un aménagement coordonné à partir des pôles de multimodalité. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de solutions, mais pour l'instant, il faut le dire, et je le dis devant nos collègues, l'État reste sourd et ce n'est pas acceptable. Merci du coup d'avoir évoqué toutes ces pistes, notamment aussi celles qui lient mobilité et aménagement et urbanisme. J'ai envie de vous passer la parole à vous dans la salle, justement. Saisissez-vous de ces propositions, dites-nous vos avis, partagez aussi vos témoignages. Une petite règle néanmoins, si vous pouvez vous présenter quand vous prenez la parole, ça permettra de comprendre d'où vous parlez. Et puis on commence ensemble les échanges. Oui, moi j'aimerais avoir le témoignage de nos collègues maires qui ont des difficultés pour entretenir la voirie. Ça c'est très important. Et vous le voyez, nous avons ici, à part monsieur le sénateur, rassemblé des maires pour avoir vos témoignages. Madame. Oui, je veux bien commencer. Bonjour, Coralie Bourdelin. Moi je suis maire d'une petite commune au-dessus de Grenoble, sur les balcons de Beldonne, donc en montagne. 1400 habitants, 25 km de voirie, un budget d'1,3 million. Et c'est très compliqué, effectivement. Moi, il y a même des endroits où je me demande si je ne vais pas être obligée de fermer certaines routes parce que je ne suis plus en capacité de les entretenir. Et une problématique qui se rajoute, c'est avec le problème du dérèglement, des fortes précipitations qu'on peut avoir par moment. Beaucoup d'arbres qui tombent sur des parcelles privées qui ne sont pas entretenues, qui endommagent nos routes parce que parfois un arbre qui tombe, ça embarque la moitié de la route. Donc ça aussi, c'est une problématique qu'on a et on ne sait pas trop comment faire pour intervenir auprès des particuliers pour qu'ils entretiennent leurs parcelles, qu'ils coupent leur bois, etc. Donc voilà, c'est très compliqué, effectivement. Et alors, on a un autre sujet, c'est les ponts. Parce que moi, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai 2 ou 3. Et là, j'en ai un, entre autres, sur lequel il va falloir que j'intervienne. On m'annonce 100 000 € de travaux. Ça va être compliqué, mais si je sais, soit je le fais, soit je serai amenée à fermer la route. Donc, c'est pas simple. La route qui dessert, enfin, qui emprunte ce pont. Qui passe, oui, dans mon village pour relier différents hameaux. Moi, c'est une commune où il y a vraiment, qui est très étalée, où il y a vraiment beaucoup de hameaux et donc forcément beaucoup de routes à entretenir. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre intervention parce qu'on n'avait pas encore parlé ni de dette grise ni d'adaptation au changement climatique. Frédéric, vous réagissez. Très rapidement, une petite précision pour confirmer exactement ce que vous venez de dire. 120 000 ponts. Selon le CEREMA, avec une étude sur 15 000 communes, 40 000 ponts qui nécessitent des travaux, avec une moyenne par pont de 80 000 €. Vous dites 100 000, on est exactement dans la fourchette de l'étude. C'est important de le rappeler et vos témoignages, encore une fois, pour nous, sont précieux. Est-ce que je peux... Alors, oui, Jean-Claude, vous prenez la parole et puis on continue à distribuer les micros. Donc, monsieur devant, monsieur ensuite là, et j'ai vu une main en troisième, monsieur là-bas. Allez-y. Oui, je veux dire à la collègue, écoute, on a le même problème, hein, des arbres qui tombent sur... on identifie le propriétaire, on lui propose de faire ce qu'il y a à faire, s'il ne le fait pas, on le fait pour lui, on va un titre de recette. Et je veux vous dire que ça change la donne. Alors, une première question. Bien. Bonjour, donc Loris Lemarec, maire de Coude dans le Puy-de-Dôme, avec 2 problématiques. Donc Coude, c'est une ville de 1200, un petit village périurbain de 1200 habitants, avec 11 km de voirie, avec une autoroute qui la traverse. Cette autoroute est actuellement en travaux et donc évidemment toutes les voiries communales servent de desserte et seront fortement endommagées. Et je suis en lutte avec l'ADIR et même avec la préfecture pour essayer d'avoir des moyens postérieurs pour pouvoir les refaire, parce que quand c'est des camions, c'est des centaines, des milliers de voitures qui passent sur des fois des chemins vicinaux d'ailleurs, goudronnés, ça pose un problème. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours par rapport à ça, alors qu'on subit depuis 3 ans ces travaux d'autoroute et que nos voiries, ça c'est un premier
C'est la première question. Juste une petite réponse. Vous avez fait des constats d'huissier préalables Bien de ces sûr. travaux. Vous les avez tous, gardez-les précieusement pour pouvoir après engager la responsabilité du service autoroutier. Deuxième question, question de pont, question très très importante qui secoue l'actualité coudoise ces dernières heures, puisque j'ai même été victime d'une agression physique à cause de ce pont. Il y avait un pont départemental qui permettait le passage au-dessus de l'Allier, le passage au-dessus de l'Allier. Voilà, ce pont était, il y a un autre pont plus moderne qui a été construit en 77, et ce pont, qui est un pont suspendu, qui date de 1840, a été gardé par les deux communes, alors qu'il était départemental. J'aurais peut-être pas fait ce choix, mais on ne sait pas ce qu'on aurait fait à l'époque. Il se trouve que comme il n'y a pas eu de travaux dessus depuis 1977, il est maintenant dans un état qui a exigé sa fermeture, fermeture qui a donc eu lieu le 3 novembre dernier. Voilà. Et donc c'est la galère parce qu'on a deux communes il appartient à deux communes de part et d'autre. Les travaux, c'est pas 100 000 euros. Hein. On ne peut pas vous donner un budget parce que les études commencent. Ça sera certainement plusieurs millions d'euros. C'est un pont qui est structurant puisqu'il emmène à la gare. Et donc, on se retrouve confronté à cette problématique pour des communes qui n'ont pas du tout les moyens de payer, puisque moi, mon budget de fonctionnement, c'est 900 000. On a des fois entre 500 000 et 1 million d'investissements, mais ça va guère au-delà. Merci pour ce témoignage. Sur la première question, je voulais savoir si dans les propositions de l'AMF, parce que finalement ce que vous évoquez, c'est aussi le rapport entre poids des véhicules, ou en tout cas usage plus ou moins intensif de la route et augmentation des besoins d'entretien. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours là-dessus Il y a deux choses, si vous voulez. Il y a un constat qui fait qu'aujourd'hui le trafic est de plus en plus intense, de plus en plus lourd, avec des convois qui sont lourds, des engins agricoles qui sont de plus en plus larges et qui empruntent des routes qui ne sont pas toujours adaptées parce que ce sont d'anciennes routes communales qui ont été élargies sans pour autant que les bas-côtés aient été eux-mêmes renforcés. Donc on est là dans une situation où nous subissons. Et si on ajoute également les dérèglements climatiques entre les inondations, les périodes de sécheresse, le gonflement des argiles et après la rétractation des argiles en dessous, on est là dans une situation complexe. Et c'est pour ça aussi que nous avons des difficultés sur le plan financier à assumer l'ensemble de ces responsabilités. Et vous évoquez donc la question il faut absolument entrer en négociation avec le concessionnaire de l'autoroute. Et là, nous pouvons vous aider au sein de l'AMF pour ces discussions qui peuvent se faire parce qu'on a aussi des contacts avec les concessionnaires. C'est un point important. Alors, je vois que le rythme des échanges s'accélère. Tant mieux, vous avez beaucoup de choses à dire. Je vous propose que je distribue la parole, même si ça vous fait courir beaucoup pour les micros. Et ne saisissez pas le micro les uns et les autres au passage. Comme ça, tout le monde aura la parole. Très court, le CEREMA fait une intervention sur les ponts. Et ensuite, on prend la question de monsieur. Et ensuite, là-bas... Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de me proposer de dire un mot sur le programme national pont puisque vous y avez fait référence, Monsieur le Président. Sur le premier, il y en a un deuxième en cours. Donc, programme pont 1, 2, c'était le recensement. Oui, on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis aujourd'hui, c'est celui de subvention aux travaux, c'est-à-dire le soutien aux collectivités pour financer les travaux jusqu'à 60%. Donc, commune de moins de 10 000 habitants, de moins de 3 millions d'euros de potentiel fiscal. Et en fait, si j'ai peut-être un mot à dire pour vous aider et vous orienter sur le montage à la fois du programme de travaux, mais ensuite le programme de financement, c'est qu'on a un service en ligne avec des interlocuteurs derrière qui s'appelle SOS Pont. Connectez-vous à ça, prenez contact avec nous, et puis on va vous aider à vous guider à toutes les étapes pour finalement arriver. On a sur notre stand aujourd'hui beaucoup de maires qui viennent nous voir après des résultats de travaux réalisés, et je peux que vous engager à nous contacter. Donc, merci. Oui, mais non, juste une précision. Excusez-moi, juste une précision. Quelle est l'enveloppe dont vous disposez ? L'enveloppe qui est... Je la connais, mais j'aimerais bien que vous la précisiez. L'enveloppe qui était de 55 millions sera totalement consommée à la fin du premier trimestre 2026. Donc il y a aujourd'hui des débats au Parlement par rapport au projet de loi de finances pour abonder cette enveloppe. On attend les conclusions d'un débat parlementaire sur le projet de loi de finances. Parce que si vous multipliez 40 000 ponts par 80 000 euros, on n'est pas dans les 50 000, dans les 50 millions, même les 55 millions.
Si je compte bien, ça doit faire un peu plus de 3 milliards. Et juste pour précision sur le programme C'est pont, important sur ce point d'être très précis parce que nous avons, nous, une revendication au sein de l'AMF pour dire que ce programme pont doté de 55 millions est très largement insuffisant. Ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir réparer nos 40 000 ponts. Et pour votre information, vous avez un webinaire en ligne sur le site de l'AMF qui présente tout le programme pont avec M. Zambon qui... Merci Louise. Alors un témoignage, monsieur, allez-y. Oui, bonjour à tous. Je me présente, monsieur Boukersi. Je suis adjoint au maire en charge des espaces publics et du patrimoine communal, notamment sur la commune de Pontequet dans l'Isère. J'aimerais apporter un témoignage par rapport à ce qui s'est dit, notamment sur les ponts et passerelles. Pour faire un petit historique, monsieur Laval, bonjour. Pour faire un petit historique, nous avons une passerelle qui enjambe un canal qui appartient à l'EDF et qui était emprunté par à peu près 500 collégiens, enfants, qui allaient sur un complexe sportif. Depuis une dizaine d'années, un diagnostic a été fait sur cette passerelle qui nous amène à la fermer. Aujourd'hui, elle est fermée depuis 7 ans. Et donc, ma question est comment on peut... Je suis conscient des difficultés économiques, notamment au sein de notre métropole. Nous sommes conscients de tout ça. Mais aujourd'hui, on a un gros problème sur notre collectivité. Donc, ma question est comment l'AMF... je n'ai pas retenu le monsieur, qu'est-ce qu'il représentait? Le CEREMA. D'accord, que je ne connaissais pas. Merci pour votre présentation. Donc voilà, pour pouvoir régler ce souci, nous aujourd'hui, en tant qu'élus, on est un peu désarmés et munis, malgré le soutien de la métropole. Et voilà. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. On prend tout de suite la deuxième question et on répondra après. Monsieur, présentez-vous. Oui, Dominique Moulin, pardon. Je ne suis pas maire, hein, je suis président d'Interco. Président d'une communauté de communes du Guillès-Trois-Queyras en zone de montagne. Alors j'ai 2-3 réflexions. Bon, la première par rapport à la voirie, hein, et tous les maires m'ont alerté, c'est que la voirie communale, la dotation de l'État, elle a été très 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 rabotée parce qu'on ne veut plus compter tout ce qui n'est pas bitumé. Quand vous êtes à 2000 mètres d'altitude, vous bitumez pas. Hein. Sinon, vous passez le chasse-neige, il n'y a plus rien, quoi. Donc là, il y a un premier problème. C'est-à-dire qu'on nous a retiré pratiquement 30% à chaque commune, hein, parce que j'ai 15 communes sur l'Interco. La commune la plus haute, elle est à 2040 mètres d'altitude. Ils vont pas goudronner. Voilà. Donc les routes non goudronnées ne sont plus comptabilisées. Comptabilisées. Voilà, donc ça c'est un problème. Deuxième chose, pont et route. Alors par rapport au pont, quand on me parle de réparation et tout, je suis tout à fait d'accord, il faut réparer. Et pour une petite commune, si une réparation de pont, c'est 200 000 euros, si on lui donne 60% de subvention, il lui reste, si je ne dis pas de bêtises, 40% de 200 000, ça fait 80 000 à payer. Des fois, c'est le budget de la commune. Ouais. Bon. Deuxième chose, moi je parlerai, on parlait tout à l'heure de problèmes climatiques, et nous, on est confrontés à ça sur notre territoire. On a de plus en plus de pluies torrentielles, on a de plus en plus des torrents qui débordent. Et la plupart des ponts qui ont été faits dans les années 50 ou même avant, hein, 40, 30. Et ces ponts, ils sont trop petits. Parce que maintenant, je ne sais pas si vous connaissez un peu le GEMAPI, on arrête de faire des digues, parce que quand on fait des digues, si les digues elles cassent, c'est l'horreur, il y a des morts, etc. Donc on essaye d'élargir les torrents. Mais quand on élargit le torrent, il faudra élargir le pont. Donc quand on vous parle d'un élargissement de pont, il faut le refaire. Et un pont, c'est 2 millions d'euros. Donc on vous dit, mais monsieur, vous avez 80% de subvention. Ouais, mais pour une commune à 2 millions d'euros, il reste combien 400 000. Ouais. Cherchez l'erreur. Merci beaucoup. On voit que les témoignages s'accumulent. Madame, on prend encore le vôtre et ensuite, oui. Frédéric, vous réagirez. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Alexandra Klein, élue à la ville de Saint-Denis de la Réunion. Donc, je voulais apporter plutôt un témoignage par rapport aux perspectives autres que la route, puisque à Saint-Denis de la Réunion, nous avons mis en place le premier téléphérique urbain de l'océan Indien. Mais au moment où on l'a mis en place, je crois même que c'était le premier téléphérique urbain de France. Donc ça désengorge bien tout ce qui est route, parce qu'on a quand même 100 000 voitures, 100 000 véhicules jour qui rentrent à Saint-Denis. On est une commune de 156 000 habitants. Et nous avons aussi relié à ce téléphérique des parkings qui puissent faire le relais, mais aussi des vélos.
Nous avons doublé également nos pistes cyclables, puisqu'aujourd'hui, nous avons 54 km de pistes cyclables. Donc voilà, pour une grosse commune comme la nôtre, il était important de réfléchir à d'autres moyens de se déplacer. Et nous allons bientôt, d'ici l'année prochaine, lancer le 2e téléphérique urbain, donc qui reliera la montagne à la Belle-Pierre. Et donc, ça permet d'avoir d'autres alternatives que la route, parce que bon, on sait, moi j'entends les témoignages des uns et des autres. C'est vrai qu'on a beaucoup à faire et voilà. Merci. Merci. Alors, je crois que Pascal Bory veut réagir sur le sujet pont, j'imagine. Oui, alors pas que sur le sujet aussi, effectivement, des GF, parce qu'on évoquait le nombre de voiries et tous les témoignages qui montrent que ce n'est pas que le nombre de kilomètres de voirie et la longueur de voirie qui est importante pour avoir une dotation. Certains l'ont évoqué sur la problématique de la météo, de l'altitude. On pourrait dire aussi le nombre de flux au département. On a donné en fait des niveaux selon le nombre de flux, niveau 1 jusqu'à niveau 5, selon le passage de camions, et si on a moins de 5000 véhicules jour, ou si on est au contraire à plus de 300 000 véhicules jour. Enfin, il y a des routes qui sont nationales, ou des départementales plutôt, qui sont particulièrement utilisées avec un trafic lourd et qui nécessitent un entretien et une réparation beaucoup plus fréquente que, évidemment, une voirie secondaire. Et ça devrait aussi, quand on est ville-centre, on n'a peut-être pas toujours des kilomètres de voirie. Monsieur a évoqué une passerelle en direction d'un collège. Et bien, ça nécessite beaucoup de véhicules jour. Et pourtant, le kilomètre de voirie, il n'est pas très long. Et donc ça, la DGF, effectivement, devrait en tenir compte. Et on parlait de l'aménagement du territoire. La question, c'est aussi comment on réduit le nombre de camions sur la route. Alors après, bien sûr que là, il faut travailler sur ces questions-là. Là, c'est déjà au niveau des SCOT. On doit, par exemple, c'est au niveau de l'agglomération ou des communautés de communes, définir peut-être les voiries qui sont effectivement intercommunales pour si elles sont plus départementales, parce qu'évidemment l'État s'est défaussé, nous l'État s'est défaussé de son pont, donc ça devient maintenant de la charge communale. Donc nous on dit attendez, là on a 6000 véhicules, plus de 6000 véhicules jour qui passent sur ce pont, on est sur une voirie intercommunale, donc qui devrait être de la charge intercommunale. Mais effectivement, il faut qu'on utilise le ferroutage, il faut qu'on utilise le fluvial, parce que bon, les ponts, les vélos, c'est pas vraiment pour le transport. Donc il y a tout. Est-ce qu'il y a réouverture des gares? Donc effectivement, il faut refaire. Et là, c'est aussi l'intérêt de l'aménagement du territoire et donc des SCOT de définir le dernier kilomètre, où est-ce que les gros camions peuvent y aller. Et c'est pas uniquement en interdisant les voiries, parce que c'est reporter la problématique sur les autres voisins. Peut-être un mot pour clôturer ce premier échange. Qu'est-ce que vous en retenez, Frédéric? Je retiens des témoignages qui sont parfaitement concordants et qui montrent la difficulté aujourd'hui au sein des communes, d'ailleurs quelle que soit leur dimension, mais plutôt pour les communes à faible dimension et à faible budget, d'entretenir la voirie, les ponts. Alors je remercie le CEREMA pour ses études, mais si les études ne sont pas suivies de financement suffisant, on se retrouve dans une situation encore plus importante. Donc tous vos témoignages concordent, c'est ce que nous ressentions nous profondément au sein de la commission et de l'AMF. J'ajouterai un deuxième mot sur la longueur de la voirie, puisqu'il y a une étude qui a été faite, qui est remarquable au sein de la commission des finances de l'AMF pour évoquer le lien entre la longueur de voirie, les nouveaux critères de voirie et la dotation globale de fonctionnement. Cette étude est à votre disposition également, on peut vous la transmettre. Ça, c'est un point important. Puis j'ai évoqué les 717 000 km de route, j'ai évoqué les 120 000 ponts. Il faut savoir qu'il y a aussi plus de 60 000 kilomètres de pistes cyclables et piétonnes, que le gouvernement avait engagé sur ce point un plan dans un comité interministériel auquel j'ai participé au nom de vous tous, avec 7 ministres, et avait signé pour 2 milliards pour les années à venir dans le plan vélo et marche, et qu'aujourd'hui, ce plan, il s'est réduit comme une peau de chagrin et il n'existe plus. Et malgré tout, nous avons des aménagements importants et le vélo est important parce que le vélo, c'est aussi la santé. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Didier Mandelli, sénateur de Vendée, et vous nous assurez comme ça la transition avec la table ronde suivante. Vous voulez réagir sur les ponts, je crois.
Oui, simplement merci beaucoup pour votre invitation ici à l'AMF. Moi, je voudrais apporter une précision sur le financement du programme Pont. Je rappelle simplement que ce programme, il est consécutif. C'est le prolongement d'une commission dans le cadre du Sénat consécutive à la catastrophe de l'effondrement du pont de Gênes et que nous avions, notamment Hervé Moret et Patrick Chaz, mes collègues, fait cette commission d'enquête pour tenter de mesurer l'état des ponts en France. Alors effectivement, il y a une multitude de ponts avec des propriétaires qui sont soit les départements, les autoroutes, etc. Voilà. Nous, on s'est attaché évidemment au financement des communes et pour compléter les propos du CEREMA, donc ce fonds qui a été voté par le Parlement sera cette année, si le vote évidemment est positif, augmenté de 50 millions d'euros, en plus des 55 millions qui figuraient, pour prendre en compte l'ensemble des projets qui sont en cours et répondre aux besoins des collectivités locales. Donc voilà la précision que je voulais apporter sur la thématique des ponts. Merci beaucoup. Je finis, monsieur le sénateur, de vous présenter sur cette deuxième table ronde qui s'intitule « Repenser les politiques de transport en donnant au bloc communal, c'est-à-dire aux communes et aux intercos, les moyens d'agir ». Et on vient de voir que des financements restent nécessaires et importants pour adapter les infrastructures, pour en tout cas les entretenir, mais aussi les adapter au changement climatique, financer la transition écologique du secteur des mobilités, essayer de réduire l'autosolisme et améliorer l'offre de mobilité pour tous et toutes, notamment dans les zones peu denses et dans les zones rurales. Donc pour en parler, monsieur le sénateur, vous restez avec nous. Vous êtes vice-président du Sénat, président de la commission aménagement du territoire et du développement durable. Et vous avez été rapporteur de la LOM. Donc ça serait intéressant d'avoir votre vision et votre connaissance du sujet. Et dans le cadre d'Ambition France Transport, vous avez été rapporteur d'un atelier. On en parlera. Ici, c'est Emmanuel Favre. Bonjour Emmanuel, vous êtes maire de Saint-Loubès. Donc, vous faites partie d'une équipe, j'allais dire nouvellement élue, après finalement 49 ans de règne de vos prédécesseurs. Vous aviez donc des nouvelles ambitions pour la ville, notamment en termes de rénovation des bâtiments et aussi de mobilité douce. Pour vous, c'est important de rouvrir la compétence AOM. C'est de ça dont on va parler aussi beaucoup pendant cette table ronde pour que vous puissiez mener à bien votre projet. Et ici, c'est Sylvain Laval à mes côtés, que vous connaissez puisqu'il s'occupe de mobilité à l'AMF. Donc, vous êtes la mobilité comme les autres sujets qui sont l'emploi et le logement pour vous. Ce sont des sujets cruciaux sur les territoires. On a entendu une de vos collègues, une de vos voisines qui est dans le Giron en parler tout à l'heure. Donc, je vous propose de démarrer par le témoignage d'Emmanuel Favre et peut-être nous redire, Emmanuel, quel rôle vous avez donné à la mobilité dans votre programme en fait. C'est vrai que la ville était un petit peu restée dans son jus, si je peux me permettre, et là vous aviez envie de lui faire changer de visage. La démographie avait beaucoup changé et la mobilité occupait une place importante dans votre réflexion. Oui, alors Saint-Loubès, qui est une petite ville entre Bordeaux et Libourne. Alors, je ne sais pas où ça passe pas, c'est pas grave. C'est bon, c'est parti. Voilà, donc vous avez donc à gauche Bordeaux Métropole, et de l'autre côté Libourne avec sa communauté urbaine, et la ville de Saint-Loubès qui est donc engoncée entre les deux grosses communautés de communes. Donc nous avions effectivement tracé un aménagement du territoire que vous avez ici, puisqu'on est traversé par la ligne de train. Donc ça, c'est le trait rouge que vous avez sur cette carte. Nous sommes aussi traversés par une départementale de 15 000 véhicules jour, donc ça commence à être quand même assez conséquent en termes de flux. Et donc, nous avons une ville qui est vraiment agglomérée autour de cette départementale qui relie ces deux grosses agglomérations. Alors, je fais ce focus parce que pour nous, c'était important de travailler l'aménagement du territoire en lien avec les mobilités, parce que finalement, ça va ensemble. Et selon où on vit, où on va, où on travaille, évidemment que tout ça s'agglomère ensuite dans des bouchons ou pas, selon comment la ville est aménagée. Et donc, on s'est aperçu que donc, les petits ronds jaunes, ce sont des hameaux, donc eux, on s'est dit, on les laisse dans
dans leur enveloppe actuelle. Il ne faut surtout pas qu'ils s'agrandissent. Et les terres naturelles et agricoles aussi, on les maintient comme ça. Mais par contre, la zone industrielle et le centre, on a voulu effectivement avancer vers quelque chose de plus densifié. Mais pour le densifier sans générer de bouchons, qu'il y a déjà d'ailleurs, il fallait travailler les mobilités. Et travailler les mobilités, ça voulait dire effectivement réfléchir aux mobilités douces. Donc on avait des petits bouts de pistes cyclables qui n'étaient pas connectés. Donc il a fallu travailler un schéma et avoir une ambition. Alors que nous, on a appelé en escargot de commencer par le centre-ville et puis d'aller petit à petit dans les périphéries, puisque c'est là qu'il y a les plus de déplacements dans notre centre-ville. Et puis aussi de travailler, alors là ce sont les ronds roses que je vous invite à regarder. Donc le rond ovale, c'est tous les bâtiments publics actuellement de Saint-Loubès. Donc 25 km², tout est rassemblé dans un rond de 600 mètres. Donc tout le monde vient et converge tous les jours vers les écoles, vers la piscine, vers le centre culturel. Et donc, on a décidé aussi de décaler un des bâtiments publics, puisque nous construisons la 5e école, dans un endroit plus près des habitations pour éviter les transports. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau communal, dans l'aménagement du territoire. Mais on ne peut pas faire ça tout seul, puisqu'on fait partie d'une interco, on fait partie d'un département, on fait partie d'une région. Et c'est là que ça coince. Et puisque c'est exactement, puisque c'est le sujet du congrès cette année, de quelle liberté vous ne disposez pas aujourd'hui pour pouvoir mener tout ça à bien? Est-ce que vous pouvez nous donner des petites anecdotes un peu ubuesques, hein, en tout cas les unes plus que les autres, de ce qui bloque Oui. Alors, donc, l'Étoile jaune, c'est notre gare. Hein. Elle est super bien placée. Elle est à côté du centre-ville. Elle dessert en plus des deux côtés donc les habitations qui sont près de la Dordogne comme celles qui sont vraiment dans le centre-ville. Donc, ça a été tout de suite un point d'ancrage où on s'est dit il faut faire quelque chose. Donc là, on est dans un fonctionnement qui est très pluriel puisqu'on a la région qui s'est intéressée à ce sujet avec la SNCF et avec les métropoles. Et on se retrouve face à quelque chose d'assez mastodonte quand on est une petite commune comme la mienne. On découvre tout d'abord que notre gare, elle n'a pas été priorisée, donc il y aura des trains qui passeront, qui ne s'arrêteront pas. Donc c'est la première chose, un peu d'interrogation. Donc on a réussi à faire revenir en arrière les décisions du RER métropolitain pour que tous les trains s'arrêtent sur notre commune. C'était quand même 10 000 habitants. C'était important de pouvoir offrir ça. Ensuite, on se dit il faut développer cette gare. Et donc là, en zoomant sur ma commune, c'est principalement ce sujet, mais sur d'autres, ça va être plutôt des bus haute fréquence qui étaient envisagés. Et donc, en arrivant aux manettes en 2020, on se dit la région, elle a quand même plus de moyens, elle va mieux fédérer tout ça, on va leur donner nos clés d'une certaine manière. Donc, on décide de confier l'autorité organisatrice des mobilités à la région et donc à Nouvelle-Aquitaine Mobilité, pensant qu'on faisait le bon choix pour que ça avance vite et bien chez nous. Tout ça pour vous retrouver interrogé sur la couleur de l'abri vélo sans avoir été concerté. Vous pouvez nous raconter cette anecdote? Oui, et donc du coup, alors... pas de bus haute fréquence, ça n'avance pas. On finit par nous dire qu'on n'est pas prioritaire parce que c'est tellement grand la Nouvelle-Aquitaine qu'il ne se passera rien chez nous en 6 ans. Donc un peu de frustration sincèrement d'avoir donné nos clés. Et au final, donc, on se dit on va essayer de revenir en arrière. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que la délégation est donnée, elle ne peut pas être reprise. Donc on se retrouve du coup dépossédé de cette responsabilité sans possibilité de revenir en arrière. Et là, donc, Nouvelle-Aquitaine Mobilité nous envoie un joli mail en nous demandant si on préfère l'abri vélo en bois ou en métal. Donc on ne savait pas qu'ils voulaient mettre un abri vélo. Nous-mêmes, on en avait financé un parce qu'il n'y en avait pas. Donc la commune avait pris sur ses fonds propres en disant il faut que les vélos puissent arriver à la gare. On avait déjà galéré pour trouver qui allait signer l'autorisation à la SNCF. Parce que alors, vous rencontrez le premier, il s'occupe des quais. Vous rencontrez le deuxième, il s'occupe des voies. Vous rencontrez le troisième, il s'occupe de l'électrification. Vous rencontrez le quatrième, il s'occupe du souterrain. Mais personne ne s'occupe du parking. Donc vous vous retrouvez dans une situation ubuesque où vous avez vu 20 personnes de la SNCF et il n'y en a aucune qui est capable de vous faire signer l'autorisation. Donc aujourd'hui, on me demande de quelle couleur va être l'abri vélo. Je ne sais pas où il va être. Je ne sais pas comment on va y accéder parce que moi j'ai mis en place une carte avec la mairie. Ils vont sûrement en avoir une autre. Je ne sais pas comment il va fonctionner, est-ce qu'il va être solaire, est-ce qu'on pourra brancher les vélos et les trottinettes. Je n'ai aucune information. On me demande juste si c'est du bois ou du métal que je préfère. Alors j'ai répondu,
J'ai quand même demandé à ce qu'on nous sollicite de manière un peu plus large que juste l'habillage de l'abri. Merci beaucoup pour cette anecdote cocasse, mais assez révélatrice, je pense. De même que cette espèce de no man's land administratif, vous êtes entre les deux queues de réseau et en fait, il ne se passe rien au milieu du village. Les deux réseaux s'arrêtent à l'entrée du village de chaque côté. Alors, juste pour préciser, donc on a des vélos qui arrivent à la Cali, hein, et on a des vélos qui arrivent à Bordeaux Métropole. Ce n'est pas les mêmes. Et entre les deux, il n'y a rien. Et de la même manière, on a les bus qui s'arrêtent de la Cali à l'entrée de notre communauté de communes et les bus de la métropole. Et aucun d'entre eux, pourtant on l'a demandé, n'a fait les 3 km qui manquent pour corréler les deux réseaux. Alors c'est pour ça que vous réclamez, comme 75% des communautés de communes non AOM de l'enquête faite par l'AMF, vous réclamez de pouvoir étudier la possibilité de vous saisir à nouveau de la compétence et d'être vous-même autorité organisatrice de mobilité. Je passe la parole à Sylvain Laval pour peut-être qu'on entende à la fois les positions de l'AMF là-dessus, mais aussi votre expérience de maire. Donc, allez-y. Alors le témoignage de notre collègue de Gironde est extrêmement intéressant parce que ça montre l'absolue nécessité de coordonner nos politiques de mobilité. On voit bien qu'on ne peut pas travailler chacun dans son coin de manière isolée et on a vu aussi l'élément central que le sujet des déplacements pose parce que c'est une forme de colonne vertébrale qui est en interaction avec tous les champs de politique publique. Il n'y a pas une seule politique publique qui ne peut être conduite si on ne la coordonne pas avec l'enjeu du déplacement et de la mobilité. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à la manière de l'organiser et du périmètre parce que vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira ça ne suffit pas, c'est pas assez grand, il faudra toujours ajouter évidemment la connexion avec le voisin et ça peut être infini. Donc il faut qu'on arrive à poser les choses dans un cadre qui est à la fois opérationnel et raisonnable. La LOM a apporté beaucoup de choses, il faut le dire, je pense que le sénateur Mandelli pourra en reparler, on a structuré énormément de choses. Et on se rend compte quelques années après que dans ces zones moins denses qu'on appelle rurales souvent, ou même dans la grande périurbanité, c'est ce que j'allais vous dire, on se rend compte qu'il y a encore un bout de travail à faire. Beaucoup de choses ont déjà été faites, parce qu'on avait donné à un moment la possibilité au territoire de s'organiser, mais il faut reconnaître que la temporalité, et ça personne ne pouvait le deviner, n'a pas été la plus pertinente. Pourquoi ? Parce que nous étions en sortie de Covid, où tous les élus que nous sommes étaient fort bien occupés à gérer la sortie de la crise sanitaire, le redémarrage de leur collectivité avec bien des choses à faire. À ce moment-là, on leur tombe dessus. C'est en plus un début de mandat où certains prennent la découverte des fonctions et on leur dit alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous ne voudriez pas prendre la compétence mobilité ? Donc, beaucoup de collègues nous ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On a bien d'autres choses à se faire à ce moment-là. Parallèlement à ça, vous aviez aussi des élections régionales qui approchaient. Donc forcément, les régions qui sont des machines beaucoup plus puissantes, beaucoup plus structurées et qui ont aussi un bras armé important sur la question de la mobilité, notamment ferroviaire, on dit mais nous, vous inquiétez pas, on est là, on va s'en occuper. De toute façon, et c'est pas faux, dans des territoires peu denses, pas beaucoup d'habitants, des budgets faibles, qu'est-ce que vous voulez donc bien faire avec cette question-là ? Ça va vous coûter de l'argent que vous n'avez pas et donc vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc on s'est retrouvé dans ce contexte-là. Donc certains l'ont pris, d'autres ne l'ont pas pris. Juste 2 compléments avant de repasser la parole. Dans ce que dit madame, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même le besoin de pouvoir s'organiser en local. Donc les régions ont amené des capacités, notamment parfois sur le transport, avec les bus qu'on appelle interurbains. Mais là, on voit qu'il y a un angle mort, c'est sur les enjeux de politique de proximité. Quand vous devez développer du service vélo, quand vous devez développer du covoiturage, ce n'est pas forcément l'échelon, et c'est normal à l'échelle de grandes régions, sur lequel on peut avoir la plus grande pertinence. Et puis si on veut faire du transport, c'est un coût le transport collectif. Il faut quand même le dire. Il faut que certains puissent s'organiser, s'ils le peuvent, s'ils le veulent. Et c'est pour ça que nous pensons, et j'en finirai là, que c'est une des propositions de l'AMF, qu'il faut organiser des regroupements. Ne faisons pas croire qu'à une petite intercommunalité de 15 000 habitants seule, qui n'a pas forcément un bassin économique très puissant et donc les recettes fiscales nécessaires, elle va pouvoir toute seule monter son réseau de transport. C'est pas vrai. Et c'est pour ça que pour peut-être répondre à ce que vous dites, si on se regroupe à plusieurs intercommunalités en coopération avec le voisin, on estime qu'on a des échelles d'action pour offrir un service meilleur pour nos habitants. Donc ça, il faut bien l'avoir en compte. Et dernier élément, vous dites aujourd'hui on est coincé par la loi, c'est vrai, parce qu'on n'a pas la réouverture de la compétence, on va y revenir. Néanmoins, la loi a laissé un
toute petite fenêtre, mais qui n'est pas simple, c'est de dire, si vous créez d'emblée un syndicat de regroupement sur l'ensemble du champ de la compétence mobilité, vous pouvez demain matin reprendre cette compétence, mais en bloc. Ça veut dire que ça vous nécessite absolument d'avoir la question du transport collectif. Et beaucoup de territoires nous disent, c'est pas forcément notre sujet prioritaire et on n'en a pas les moyens. Donc c'est là où on a besoin d'avoir une réflexion. Supplémentaire, parce que voilà, non, l'idée c'est pas de rajouter une couche aux couches. L'idée c'est de se dire, on se regroupe entre intercommunalités pour mettre en commun cette question des mobilités et faire des choses à notre échelle, ce qui n'est pas forcément incompatible dans une répartition entre la région et le territoire. Monsieur le sénateur Sylvain Laval a parlé des progrès, enfin de ce que la loi LOM a instauré sur le territoire, notamment, on ne l'a pas redit, mais une couverture tout simplement. Avant, on avait des zones qui ne dépendaient pas d'autorités organisatrices de mobilité. Donc, quelle est votre vision quelques années après? Alors, quelques années après, c'est plus, au-delà de la vision, la réaction par rapport à ce qui vient d'être exposé, parce que ça correspond parfaitement aux deux limites qu'au Sénat, et moi en tout cas en tant que rapporteur, j'avais levées devant à la fois l'Assemblée nationale et la ministre à l'époque, Elisabeth Borne, puisque, excusez du peu, la prise de compétence était prévue, je rappelle que la LOM, c'est fin 2018 et un vote en décembre 2019. C'est un an de travail, des centaines de contributions, des centaines d'auditions, c'est plus de 120 articles, il y en avait 20 à l'origine. Donc le texte, il a été en relation avec toutes les collectivités, les associations d'élus, parfaitement, j'allais dire, charpenté. La prise de compétence telle qu'elle était prévue dans le texte par le gouvernement à l'époque, c'était une décision, tenez-vous bien, donc la loi est votée en décembre 2019, élection municipale en mars. L'échéance qui était fixée dans le texte à l'origine, c'était septembre. Et j'ai été obligé, alors j'ai été maire, j'ai fait 3 mandats de maire, j'étais président de l'Interco jusqu'en 2017. J'ai été obligé d'expliquer avec un petit papier et un crayon au cabinet et à la ministre que c'était impossible de prendre une décision de transfert de compétences ou de prise de compétences en septembre par des élus qui auraient été élus dans leur commune en mars, avec la reconstitution des intercos dans les 3 mois qui suivent, avec juillet et août par-dessus, et une prise de compétences en septembre, sans avoir évidemment fait d'études, sans avoir eu de vice-présidence ou mobilité, etc., etc. Enfin, ça demandait quand même, donc péché originel, les délais pour prendre la prise de compétences. Ce qui fait que la moitié des intercos, sur les un peu plus de 1200, n'ont pas pris, évidemment, et ont laissé les régions. Alors certaines régions se sont engagées fortement, sont allées vraiment au plus près des collectivités, des intercos, etc., et des communes. Toutes ne l'ont pas fait de la même manière, en se concentrant sur les métropoles et les dessertes un peu plus larges. Donc voilà, ça c'est le premier point qui illustre ce que vous venez d'exposer. Et le deuxième point, qui est le point sur lequel, parce qu'il faut se rappeler que la LOM n'a pas eu une conclusion positive en commission mixte paritaire. Elle n'a pas abouti. Pour un point uniquement, et le Sénat n'a pas cédé, alors qu'on avait travaillé vraiment de concert avec l'Assemblée et la ministre, c'était le point de la prise de compétences pour les intercos et la possibilité d'avoir un financement avec un VM taux réduit pour les zones peu denses qui ne disposaient pas de transport collectif. Si nous avions obtenu ces 2 volets, un temps nécessaire supplémentaire pour la prise de compétences et le financement pour les zones peu denses, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc ma vision, c'est celle éventuellement, alors parce qu'on ne peut pas changer de compétences tous les 2 ou 3 ans au gré des mandats, des alternances politiques, parce que franchement, on ne peut pas dire à la région, voilà, on reprend. Voilà. Donc il faut trouver les modalités peut-être pour le permettre à un moment donné, mais moi je ne suis pas favorable à ce qu'on puisse tous les 3 ans modifier les compétences. Mais il y a sans doute un élément de souplesse à trouver. Non, mais cette possibilité, vous êtes favorable à la possibilité de réouvrir momentanément la possibilité. Il faut qu'il y ait une discussion. Hein. Ouais. Il se trouve que, alors je vais faire le lien avec la conférence Ambition France Transport qui s'est terminée, qui s'est achevée avec ses conclusions en juillet. L'engagement du ministre et du Premier ministre à l'époque, c'était que ça débouche sur une loi cadre. Cette loi cadre, elle devrait arriver, je mets du conditionnel compte tenu du contexte politique, elle devrait arriver au 1er trimestre. C'est l'engagement du Premier ministre devant le Sénat il y a quelques jours dans sa déclaration de politique générale. Et donc la loi cadre sera l'occasion de corriger
ou d'améliorer la LOM sur ces points éventuellement. Donc il vous appartiendra, mais je sais pouvoir compter sur la pugnacité de Sylvain, qui a beaucoup contribué dans mon atelier, l'atelier numéro 1 sur les financements dans le cadre de la conférence Ambition France Transport. Donc merci à l'AMF d'avoir été présente et d'avoir largement contribué, mais ça fait partie des sujets qui pourront éventuellement revenir dans le cadre de la loi. Alors on continue justement, merci Monsieur le Sénateur, sur la question des financements et du versement mobilité. Est-ce qu'on peut un peu rentrer dans le détail, de réexpliquer ce qui est possible aujourd'hui, en quoi ça bloque, notamment pour les communes des zones peu denses, et puis ce que l'AMF propose, envisage? Oui, c'est-à-dire que pour faire tout ça, c'est comme tout, il faut quand même un petit peu d'argent, donc un peu de recettes. Et aujourd'hui, le cadre réglementaire pour les intercommunalités qui ont la compétence d'autorité organisatrice, c'est-à-dire qui organisent du transport collectif, leur recette principale, c'est le versement mobilité, qui, je le rappelle, est un prélèvement fiscal sur les entreprises de plus de 11 salariés. Il faut avoir au minimum 11 salariés pour être éligible à cet impôt. Et donc, il faut décider de le lever. Et si vous le levez, ça va au financement de la mobilité dans la caisse de l'intercommunalité ou de la structure en charge de la mobilité. Donc évidemment, c'est pas neutre. Alors, toutes les grandes AOM, notamment en zone urbaine, ont depuis très longtemps ce prélèvement, qui est pour la plupart au plafond, qui n'est pas forcément suffisant dans des grandes structures où on nous demande aujourd'hui, avec les enjeux de demain, d'augmenter les offres, et donc c'est un coût. Et quand vous êtes dans des zones plus moyennes ou plus rurales, on vous dit, théoriquement, vous pourriez lever cet impôt, ce qui est absolument exact. Le problème qu'on a, c'est l'assiette qu'il représente. On est souvent dans des territoires où le tissu économique n'est pas très dense, donc vous êtes parfois sur quelques dizaines d'entreprises, parce qu'en plus, il faut être éligible à partir de 11. Donc ça fait un double cliquet. Et puis quand vous regardez la recette que ça vous procure, des fois, vous allez arriver à 20 000, 30 000 euros. Et c'est pas avec ça que vous allez développer. Voilà, et vous n'allez pas développer un réseau de transport avec ça. Donc déjà, ça rebute légitimement beaucoup de collègues. Il faut instaurer une charge fiscale sur des milieux économiques qui, par ailleurs, dans le contexte actuel, sont pas forcément dans les périodes les plus florissantes. On voit que c'est extrêmement sensible à la conjoncture. D'ailleurs, le meilleur indicateur de l'état de la conjoncture, c'est le versement mobilité, parce qu'il est prélevé tous les mois. Donc vous voyez si ça monte ou si ça baisse, si votre tissu économique est en bon état et si on crée de l'emploi ou on en perd dans votre territoire. Et malheureusement, en ce moment, on voit quand même pas mal de baisses arriver. Donc les élus que nous sommes ne peuvent pas dire il n'y a qu'à augmenter le prélèvement, allez, on y va, c'est sans limite. C'est évidemment un objet qui est sensible et qu'il faut manier avec beaucoup d'habileté. Et c'est ce que dit l'AMF, c'est que ça peut être une solution, mais pas à tout prix et à n'importe quelle condition. Il faut vraiment le faire dans le cadre d'un bon contexte. Il faut que ce soit partagé aussi avec les acteurs économiques du territoire, qui sont les premiers concernés. Donc il faut qu'il y ait un bon dialogue. La loi, d'ailleurs, a prévu ce qu'on appelle un comité des partenaires, c'est-à-dire une assemblée qui rassemble à la fois le milieu économique, les usagers et les collectivités qui peuvent prélever la ressource, pour savoir comment on va l'affecter demain. Parce que si vous augmentez l'impôt ou vous créez l'impôt, il faut aussi aller dire on va en faire ceci, on va en faire cela, on va créer un service de transport, on va faire du covoiturage, on va améliorer les connexions cyclables. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas sortir comme ça n'importe comment et qui est dans une période qui est compliquée. C'est pour ça que, encore une fois, si on favorise les regroupements, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a une échelle qui est plus large, on mutualise et on est beaucoup plus pertinent dans l'efficacité, parce qu'on sait que dans les questions de mobilité, tout est question d'échelle et surtout qu'il faut savoir souvent dépasser les frontières administratives. Donc si vous voulez, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, et on l'a dit dans Ambition France Transport, qu'il faut que nous raisonnions. On ne peut pas être dans une situation figée. Alors il faut reconnaître aussi, comme dit le sénateur Mandelli, qu'on ne peut pas passer son temps à faire des allers et des retours dans tous les sens. Il faut aussi qu'on ait de la cohérence et de la structure. C'est pour ça que nous disons il faut pouvoir la rouvrir là où c'est nécessaire, parce que d'abord tout le monde ne le demande pas, que ça a été dit, il y a des régions qui ont mis en place dans des contrats opérationnels de mobilité des choses qui fonctionnent, il ne faut pas revenir sur ce qui fonctionne. Le sujet, c'est là on est un peu encore dans la zone blanche, là où il y a de l'attente. Donc il faut aussi rassurer nos collègues de l'ARF qui nous disent oh là mais vous allez tout remettre par terre. Non, l'idée c'est de regarder les choses là où ça n'a pas suffisamment fonctionné et là où il y a encore du besoin. Je crois qu'il faut être assez pragmatique et un peu souple sur la question, et effectivement s'il y a une loi, et nous le souhaitons, ce serait l'occasion de rouvrir cette question. Alors pendant que vous préparez vos questions, on va commencer à passer peut-être une question pour Monsieur Mandelli par rapport, donc là on est en train de parler de financement de lever une taxe, un impôt, quid aussi de la participation de l'usager en tant que tel. Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Est-ce qu'il faut une politique du tout offre ou est-ce qu'il faut aussi essayer de manager la mobilité et la demande? Dans les conclusions des travaux de la conférence, on a plus d'une vingtaine de recommandations.
Alors certaines partagées par l'ensemble des acteurs qui étaient présents, que ce soit les représentants des collectivités, les transporteurs ou le GART, qui représente les autorités régulatrices des transports. La question de la tarification et de la prise en charge par l'usager, on se rend compte que depuis une trentaine d'années, le niveau de participation qui était à l'origine de 70% sur le prix du billet est tombé à moins de 30%. C'est-à-dire que l'usager aujourd'hui, en moyenne, c'est très... Voilà. Il y a des endroits où il y a de la gratuité, d'autres où c'est un peu différent. Mais les entreprises financent aujourd'hui l'inverse, c'est-à-dire 70% du prix du billet au travers du versement mobilité. Peut-être que l'assiette elle-même a changé. Voilà. Et donc l'objectif, ce serait, dans l'objectif que nous nous sommes fixés, ce serait à terme d'arriver, ce qui se pratique un peu ailleurs, à la prise en charge de 50% par l'usager. C'est un des objectifs qui est fixé. Ça ne veut pas dire que ce sera mis en place facilement, mais en tout cas, ça témoignera du fait que l'usager, en réalité, il demande de la fréquence et il demande de la ponctualité. Sachant que sur ce coût restant à la charge de l'usager, il y a quand même encore une partie, jusqu'à 75% dans certains cas, pour certains salariés ou employés, qui est prise en charge par l'employeur. Donc l'employeur, il paye 2 fois en fait. Voilà, quand il y a du transport public. Donc ça fait partie des pistes. Il y a la piste effectivement du fléchage des recettes, notamment des autoroutes à partir de 2031. Ça a été aussi abordé dans un des ateliers. Donc ça, c'est acté. C'est annoncé dans les conclusions par le ministre. Donc ça veut dire que... C'est annoncé, mais toute la question, ça va être à quel niveau aussi? Parce que je pense que les... Alors selon les hypothèses, on est entre 2,5 milliards et 3,5 milliards d'euros chaque année. Il faut sanctuariser les recettes de la FIT, c'est ce qu'on avait fait dans le cadre de la LOM. Il faut que ça puisse être affecté, fléché effectivement vers les collectivités locales pour le financement des routes. On parlait des ponts tout à l'heure, mais voilà, pour financer toutes les questions de mobilité, quelles qu'elles soient. Merci beaucoup. Alors, il y avait une première question là-bas, si vous voulez bien relever votre main, que je vous identifie. Je la vois pas. Ah non, ça vous laisse... Ah oui, c'est là, madame. Bonjour, Frédéric Hénaud, maire de Pamiers dans l'Ariège. Ariège, 140 000 habitants, donc département très rural. Donc un témoignage, c'est vrai que moi je suis élue depuis 2020 et l'autorité organiste de la mobilité, je ne savais même pas ce que c'était, enfin bon, je ne comprenais rien, quoi. Ensuite, on est une communauté des communes de 40 000 habitants avec une compétence mobilité par la région et contiguë à nous, notre voisin. C'est une communauté d'agglomération avec la ville chef-lieu qui a l'autorité organiste de la mobilité. C'est-à-dire que nos voisins ont des navettes super organisées, régulières, avec un service exceptionnel et que nous, à côté, on n'a rien. Donc les habitants ne comprennent vraiment pas pourquoi. J'ai entendu peut-être une ouverture avec, fusionner, si l'on peut dire, cette compétence mobilité avec les voisins. Donc c'est peut-être un petit espoir. Merci pour ce témoignage. C'est vrai qu'on retrouve les situations un peu ubuesques de chez Emmanuel Favre à Saint-Loubès. Frédéric, vous voulez réagir? Oui, pour répondre à ma collègue, c'est exactement l'esprit de la loi LOM. C'est-à-dire, lorsque nous avons créé cette faculté, nous y étions ensemble lorsque la loi LOM a été élaborée, nous y avons participé à l'AMF, cette idée de pouvoir créer véritablement des syndicats de bassins qui correspondent aux bassins de vie et qui permettent à ce moment-là, pour ceux ou celles qui n'ont pas pris la compétence AOM directement, de pouvoir la récupérer à ce moment-là et de travailler à l'échelle d'un bassin de vie avec plusieurs intercommunalités. C'est ça l'esprit de la loi. Nous avons là le législateur parmi nous, il peut peut-être confirmer, et Sylvain l'a dit également, saisissez cette opportunité. On a effectivement travaillé dans le texte sur les bassins de mobilité avec le comité des partenaires. Ce que je voudrais dire aussi, mais c'était un risque que nous avons pris sur la question de la billettique et de la continuité. Nous n'avons pas souhaité, dans le cadre de la LOM, que pour tout ce qui concernait les transports, il puisse y avoir une intermédiation par des plateformes de type... pour le tourisme Airbnb ou Booking, etc. Pour éviter que la valeur ajoutée soit captée par des structures de ce type privées. Et donc on a laissé la main, entre guillemets, aux collectivités locales pour s'organiser, pour mutualiser et proposer de la billettique en continuité. Ce qui, de fait,
constituer le prolongement des bassins de mobilité en disant voilà, à l'échelle d'un territoire, on doit pouvoir voyager avec un seul ticket d'un point A à un point B, même en traversant trois AOM différentes, etc., etc. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas bien. Alors peut-être que si on avait laissé ça au marché, entre guillemets, de façon très libre, peut-être que ce serait déjà en place. Mais la valeur ajoutée, elle ne serait pas captée par les collectivités, elle serait captée par des acteurs autres, et peut-être américains ou autres. Et donc, voilà. Alors, pour info, on lance une mission d'information très prochainement dans le cadre de ma commission aménagement du territoire, développement durable, sur la billettique, justement. Donc, peut-être qu'on fera le lien, là encore, avec la loi cadre pour corriger ou améliorer les choses. Alors, et puis, Madame, vous avez une question? Oui, oui, je suis maire d'une petite commune de 850 habitants dans les Alpes-Maritimes. Ma commune fait partie d'une interco qui n'a pas la compétence transport. Donc, je voulais simplement faire un point sur les normes, parce que la région s'occupe donc de nos transports en commun. Et le village est le dernier village d'une vallée et nous n'avons pas d'arrêt comme il faudrait, le nombre qu'il faudrait. Sauf que ça fait depuis près de 3-4 ans qu'on se bat pour pouvoir avoir des arrêts, de multiplier les arrêts, mais on nous dit non, il faut un quai de telle dimension, il faut une largeur de telle dimension, il faut et donc nos routes sont des routes qui tournent, enfin je veux dire, il y a routes de montagne. Et donc pour trouver une ligne droite c'est compliqué. Donc voilà, c'est simplement pour faire le point sur les normes qui sont imposées, qui ne sont pas forcément celles des normes urbaines, qu'il faut adapter ces normes à la situation rurale. Alors le contexte local, Sylvain, peut-être un mot là-dessus? Est-ce que déjà les normes sont contextualisées? Peut-être que le sénateur pourrait mieux répondre que moi à cette question, mais c'est une remarque de bon sens qu'évidemment on rencontre régulièrement dans nos actions. Peut-être que d'accord avec madame, une petite route de montagne qui tourne n'est pas la même chose qu'une grande ligne droite sur une route départementale. Donc, oui, il faut certainement adapter les normes. Après, il faut voir aussi quelle est l'autorité qui est la plus adaptée pour répondre à ces éléments de proximité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, une grande région sait rentrer jusque dans cette finesse d'ajouter un arrêt dans des zones compliquées? Et c'est peut-être pas forcément son rôle, d'ailleurs. Voilà. Et c'est là où, dans les intercos, dans les communes, on a quand même un échelon de proximité qui est plus important et qui me semble être la bonne échelle pour pouvoir gérer ce genre de situation. Mais le cadre aussi est important, puisque vous avez combien d'habitants, madame? 800. Vous seriez en Suisse, même en fond de vallée. Il y a obligation régalienne de desservir toute commune au-delà de 100. On en parlait, parce que c'est vrai que j'aime bien l'exemple suisse. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dont on pourrait s'inspirer. On aimerait bien avoir cette compétence au sein de l'interco, mais on est une interco de 25 000 habitants. Donc, interco de 25 000 habitants. Non, pardon. Oui, l'interco est trop petite pour 25 000 habitants. Il faudrait donc qu'on trouve, qu'on se mutualise, etc. Mais se mutualiser avec la métropole de Nice, c'est un petit peu compliqué. Alors, merci beaucoup. Autre question, autre remarque, autre témoignage. On n'a pas beaucoup parlé de transport à la demande, de tous ces services-là aussi qui éclosent sur les territoires ruraux, normalement. Juste une petite précision sur les normes. Nous subissons les normes, c'est 400 000 normes aujourd'hui qui s'appliquent aux collectivités locales. Nous désespérons, mais nous agissons malgré tout pour essayer de faire baisser le niveau et de simplifier la vie de nos collègues. Il y a des actions constantes qui sont réalisées à l'échelle de l'Association des maires de France. Et puis je voulais répondre à ma collègue également sur les difficultés relationnelles et d'organisation avec la SNCF. Ici même, il y a un an, nous avions le président de la SNCF, M. Farandou, qui est aujourd'hui ministre du Travail, et avec Sylvain, nous lui avions demandé de nous donner, comme nous l'avons pour Enedis ou pour Orange, des interlocuteurs privilégiés des collectivités locales par région. Il l'a fait, puisque notre congrès avait lieu autour du 20 novembre, comme cette année, et le 5 décembre, nous avons reçu un courrier du président nous donnant la liste des interlocuteurs privilégiés des collectivités locales par région. Donc, et moi je l'ai testé dans ma région, donc on peut vous transmettre cette liste.
je crois que notre conseillère technique l'a. Hein. Moi, je l'ai utilisé et j'ai eu des retours tout à fait immédiats. Voilà. Madame Laborie. Oui, je voulais apporter un petit témoignage et une réaction parce que j'ai entendu parler à la fois des normes. Alors je me suis tournée vers Monsieur du CEREMA parce que moi, à chaque fois qu'on parle de voies cyclables, voies routières, voies piétonnes, aménagement de gare, parce que moi j'ai une gare en devenir d'ouverture, reportée de 2 ans simplement pour une étude environnementale sur un train qui passe aussi devant sur la ligne. Bon, enfin bref, ça c'est absolument le bonheur également des nouvelles normes. C'est tout le monde me dit ah mais moi je me base sur les fiches CEREMA. Donc si on pouvait, alors déjà dans les fiches CEREMA, il y a quand même des souplesses que parfois on peut diminuer de 3 mètres à 2 mètres. Mais si les fiches CEREMA pouvaient apporter encore un petit peu plus de souplesse, ça serait que du bonheur parce que les agents, les services techniques ne se basent que sur vos fiches en fait pour réaliser les voies cyclables ou enfin tous les aménagements. Voilà, donc ça c'était un petit appel. Et en termes effectivement d'AOM, nous au niveau du Grand Avignon, alors c'est pareil, toutes les limites de territoire, hein, j'ai évoqué tout à l'heure 2 départements, 2 régions et pourtant une agglomération. Mais pour organiser effectivement au niveau de notre CERM, eh bien en fait c'est une discussion, ce que j'entendais sur un témoignage, c'est les discussions effectivement entre agglomérations. Et là il y a aussi au-delà, je ne pense pas qu'il y a que du réglementaire. C'est peut-être souvent malheureusement de la politique. Alors des fois la politique politicienne, on se parle pas. Et là, c'est vrai que c'est un enjeu de tous les élus, c'est de penser territoire avant tout et effectivement de savoir se grouper pour organiser effectivement ce CERM. Je pense aussi à la possibilité de mutualiser des personnels techniques entre différents échelons. Parfois, ça crée aussi de la fluidité. Mais là, on est dans la bonne intelligence sans forcément créer des structures, etc. Ou en tout cas en s'appuyant dessus. Mais effectivement, il y a des marges de manœuvre là-dessus. Vous pouvez passer le micro à votre voisine. Je voulais juste, c'est bien aussi de faire part de ce qui fonctionne. Moi, j'ai la chance du coup de travailler avec Sylvain Laval au sein du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. C'est-à-dire qu'on s'est regroupé, il y a la métropole de Grenoble, la communauté de communes du Grésivaudan auquel j'appartiens et la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Et depuis le 1er janvier 2020, on s'est regroupé pour organiser les mobilités ensemble. Alors nous, on a transféré la totalité de nos compétences d'un coup. Le Pays Voironnais y est allé par étapes. Mais n'empêche que sur un mandat, franchement, alors c'est vrai qu'il y a la politique. Alors moi, je voulais dire que je pense qu'on a bien travaillé. Pourtant, on n'est pas tous du même bord politique. Les présidents d'interco ne sont pas forcément. Mais en tout cas, on a eu une volonté, c'est de faire en sorte que nos habitants arrivent mieux à circuler sur notre territoire. Eh bien, on est arrivé à faire un ticket à 2 € et ils peuvent voyager sur la totalité de nos 3 agglomérations. Et je peux vous dire que ça a été vraiment, c'est reconnu, les gens nous remercient, c'est positif. Donc moi aussi, j'aime bien dire ce qui fonctionne. On travaille sur le covoiturage, on travaille beaucoup sur le vélo, parce que c'est important aussi. Nous, on avait un grand manque de structure et d'infrastructures pour que les gens puissent faire du vélo en sécurité, donc on travaille dessus, ça nous apporte de l'ingénierie. Moi, je vous disais tout à l'heure, je fais partie d'une petite commune, et ben même sur ma petite commune, on travaille le covoiturage, le vélo en montagne, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on essaye d'y réfléchir aussi, enfin bref. Donc moi, je veux dire que, voilà, moi, c'est vraiment un exemple de quelque chose qui fonctionne, qui a fonctionné, et j'espère que ça va continuer à bien fonctionner à l'avenir. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'avoir ce témoignage. Et c'est vrai que le covoiturage, dont on n'a pas trop parlé, est un énorme gisement, puisqu'il s'agit d'utiliser les sièges vides dans les voitures. Il y a énormément de choses qui se développent en matière de services et d'activités économiques autour de cela. Monsieur. Bonjour, donc Maxime Étillard, moi je suis conseiller municipal à Montrouge, alors j'ai moins de problèmes de mobilité, on va dire, que dans certaines communes, mais je me permettais de rebondir là sur le sujet justement des covoiturages. Est-ce que nous, à Île-de-France Mobilité, au niveau de l'Île-de-France, on a la chance d'avoir ça qui est un peu subventionné par Île-de-France Mobilité. Est-ce que c'est des choses, ce genre d'initiatives au niveau du covoiturage qui sont faites par ailleurs? Est-ce que c'est potentiellement une solution pour répondre à ces problématiques-là? C'est-à-dire que l'AOM prend en charge une partie du prix, enfin une partie ça, absolument, du coût du trajet, c'est ça? Oui, absolument. Ouais, voilà.
Alors là-dessus, c'est une très bonne question parce que notamment, on faisait allusion à la question de comment faire de la mobilité en zone peu dense. Le covoiturage, c'est une réponse majeure parce que c'est extrêmement facile à mettre en place, c'est efficace et ça coûte pas cher, ce qui est plutôt quelque chose que les collectivités aiment bien par les temps qui courent. Donc pour ça, il faut effectivement que quelqu'un coordonne un espèce de schéma avec des enjeux d'offres. Donc ça peut être l'interco, ça peut être un regroupement d'interco. Et ensuite, vous allez trouver des opérateurs qui vont venir assurer cette prestation. Et effectivement, pour l'accompagner, il est tout à fait possible, et c'est souvent le cas, que la collectivité accompagne financièrement par des subventions. C'est des coûts extrêmement modiques puisqu'on est sur des trajets qui sont à 50 centimes, à 1 euro le trajet. Donc on ne va pas être sur des enjeux financiers considérables. Mais vous savez, quand vous apportez une réponse à quelques centaines d'habitants en zone peu dense, ou si vous arrivez même à arriver jusqu'au millier, c'est déjà considérable. Et ça remplace très simplement la non-capacité à faire du transport collectif ou faire circuler un bus. C'est tout de suite des coûts de fonctionnement très importants et qui malheureusement, même s'il y a des notions de service public et que ça peut permettre à des gens de se déplacer, souvent le bus il est très vide. Donc on vous dit on ne va pas mettre des moyens considérables pour mettre 3 personnes dans un bus une fois toutes les 4 heures. Même s'il faut apporter des solutions de mobilité à ses habitants. Et c'est pour ça que le covoiturage peut être une bonne réponse, en tout cas un amorçage de coordination de mobilité dans les territoires, aussi bien en ville qu'en zone rurale. Ça marche aussi très bien entre le périurbain et le centre urbain. On le fait dans les grandes AOM également. Exactement, à condition de prendre en compte le bassin de mobilité et pas le bassin administratif. Madame ? Oui, bonjour, Françoise Bélanger, je suis adjointe à la mairie de Veynes dans les Hautes-Alpes, une petite ville de 3200 habitants. La compétence mobilité est assurée par la communauté de communes. Alors on a, sur le plan du département, on a un outil qui est intéressant qui s'appelle Réseau Pouce, mais qui est assez peu exploité. En fait, on manque beaucoup d'animateurs, d'animation pour mobiliser les personnes et inciter à utiliser ce service. Alors, je pensais... Alors, on a aussi des problèmes de train, mais ça, c'est autre chose. Je pensais, moi, à l'autopartage, parce que j'avais vu, je crois que c'est dans les grandes côtes, là où ils ont développé un service d'autopartage, à la fois de Cities, je crois que c'est ça. Oui, alors Cities, c'est une coopérative oui, indépendante. C'est la coopérative, mais il y avait des personnes, des particuliers qui pouvaient contribuer, voilà, qui pouvaient aussi rajouter leur voiture dans le pool global. Parce qu'en fait, il y a quand même... Veynes, c'est une ville assez... en termes de pauvreté, qui a un taux de pauvreté assez important, et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus avoir de voiture. Et quand on regarde les données, en fait, les données de circulation en voiture augmentent. Malheureusement, sur les Hautes-Alpes, il est très haut, le taux d'utilisation, mais il y a encore des gens qui n'ont pas accès à la voiture, et je pense qu'il y aurait vraiment intérêt à développer les possibilités de louer ou d'avoir à disposition des véhicules pour une journée, une demi-journée, une journée, pour faire ce qu'on a à faire. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que ce genre de service vient combler en fait un manque et peut tout à fait se mettre en place. Et quand on parle de mobilité pour tous, dans tous les territoires, c'est aussi pour les gens qui ne peuvent plus se déplacer ou qui n'ont pas de voiture ou accès au réseau des transports. Je vous propose de s'acheminer vers la conclusion. Donc si chacun veut dire un petit mot de conclusion très rapide, votre message essentiel, ce que vous avez envie, avec quoi voulez-vous qu'on reparte ce matin? Sylvain, du coup, je crois que l'ensemble des témoignages des collègues qu'on a eus montrent que c'est un sujet d'abord qui est sur le devant de la scène, sur lequel tout le monde est en attente parce que c'est vraiment un besoin du quotidien. Et donc, il faut qu'on s'organise et qu'on s'en saisisse. Moi, le message que j'ai envie de délivrer aux collègues, c'est saisissez-vous de cette question. On peut déjà faire des choses et on voit bien, et notamment le témoignage de madame aussi de Veynes le montrer, qu'on peut faire des choses localement à une petite échelle qui peut répondre à un besoin. L'autopartage qui s'intègre très bien avec le covoiturage l'illustre. Et donc, on a bien compris que plus on est nombreux, plus on se regroupe et plus on se mutualise, plus on est en capacité d'agir. Et moi, c'est ce message que j'ai envie de vous faire passer, qu'on dit régulièrement avec Frédéric dans les réunions de commission, c'est qu'on a vraiment un intérêt pour essayer d'être plus efficace. Le témoignage le démontrait tout à l'heure. On peut arriver à mettre ensemble des territoires qui ont des caractéristiques différentes. Vous pouvez mettre à la fois de la zone urbaine dense avec du périurbain et du rural. Si vous regroupez dans une structure commune, comme un syndicat mixte, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de créer un syndicat mixte entre intercommunalités. Ça permet de dépasser les frontières administratives, comme le disait la maire de Villeneuve-les-Avignon. On n'a plus d'histoire il y a 2 départements, il y a 2 régions, il y a 2 agglos. On se met ensemble en commun et on met tout
les sujets de la mobilité dans cette structure qui va être en capacité de l'organiser à l'échelle du territoire de manière diverse. Ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend qu'il faut lever la fiscalité sur l'ensemble du territoire, la fameuse fiscalité économique, le versement mobilité. Donc il faut d'abord regarder ce que ça veut dire en termes d'acceptabilité, en termes de recettes. Et ça sous-entend effectivement un accord politique. Mais le gros avantage du syndicat mixte, c'est qu'on n'est plus dans la chapelle où chacun tire la couverture à soi en disant non, non, moi je ne veux pas perdre mon truc, je veux défendre ma commune, je veux défendre mon interco. C'est que chacun est dans un système commun qui est au service de tout le monde, où chacun va garder sa capacité à décider pour son propre territoire. Et là, vous faites fi des histoires d'étiquettes politiques, de rivalité, de guerre, de querelles, parce que vous avez un outil commun qui est neutre et qui vient répondre à votre besoin et qui est à la gestion des élus du territoire pour le faire fonctionner. Et donc là, vous effacez tous ces problèmes parfois de personnes ou d'enjeux politiciens et pour être au service de l'offre que vous allez apporter dans le territoire pour les usagers. Donc vraiment, réfléchissez à ça, c'est un bon outil et après on regardera dans le cadre législatif s'il y a des assouplissements à donner pour un dernier élément, parce que moi je vous dis, plus on en met dedans, mieux c'est, mais il y a des territoires qui n'ont pas besoin de tout. Il y a des territoires qui vont nous dire, moi j'ai juste besoin de faire un peu de covoiturage, un peu d'autopartage, un peu de vélo et j'ai pas forcément besoin ou les moyens d'aller faire du transport. Et c'est là aujourd'hui on est un peu bloqué par la loi, c'est que c'est les choses comme on dit en bloc. Donc il faut qu'on arrive à trouver la capacité à le faire sur certains sujets et pas forcément sur tous. Puis ceux qui veulent faire sur tous, ils peuvent le faire dès maintenant. Un cadre, mais adaptable, merci. Emmanuel Favre, vous maintenez votre demande de réouverture de la compétence ? Oui, bien sûr. Alors j'entends que ça peut être partiel, mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas tous satisfaits d'avoir donné nos clés. Et je pense qu'il faut nous laisser la possibilité au moins de réouvrir le dialogue avec nos collègues et la région, bien évidemment, pour se re-questionner sur est-ce qu'il va se passer quelque chose chez nous ou pas. Parce que si la région, clairement, a d'autres priorités, et on peut le comprendre, hein, on a des territoires étendus et on peut tout à fait comprendre qu'ils ont d'autres choses potentiellement qui sont plus importantes, que dans ce cas, on puisse avoir la possibilité, partielle ou pas, de reprendre la responsabilité d'avancer, nous, à la vitesse à laquelle on le souhaite. Didier Mandelli, que retient le législateur ce matin ? Je retiens qu'il y a de la matière. Merci pour tous ces témoignages, mais voilà, je ne suis pas très étonné en fait. Hein, et donc ça nous donne beaucoup de matière pour le prochain texte, la loi cadre qui va arriver logiquement, comme je disais, en début d'année. Donc merci à l'AMF pour l'organisation de ces échanges et puis merci par avance pour les travaux et les contributions que vous ne manquerez pas de faire dans le cadre de l'examen du texte. Et Frédéric Cuillerier, coprésident de... Je partage tout ce qui vient d'être dit en termes de conclusion, mais je voudrais ajouter 2 points qui me paraissent importants et très brièvement. Le premier, c'est que, et je compte sur Monsieur le vice-président du Sénat, pour que le gouvernement prenne conscience que les infrastructures routières françaises, c'est le patrimoine des Français. Et que les laisser se dégrader faute de moyens, c'est grave, et que plus on va les laisser se dégrader, et plus ils vont se dégrader dans le temps, parce qu'on sait qu'une route qui n'est pas entretenue, quand il faut la refaire, 3 ans plus tard, c'est 3 fois plus de dépenses, et parfois il faut la refaire intégralement. Donc ce patrimoine des Français, c'est notre patrimoine, les infrastructures routières, il représente une valeur considérable sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan touristique également. Donc merci de porter ce message avec nous au Sénat pour dire l'importance de nos infrastructures routières. Et puis le deuxième point que je voulais aborder également très brièvement, c'est que dans Ambition France Transport, c'était l'occasion ou jamais d'avoir une vision de l'aménagement du territoire qui intègre véritablement les zones rurales et périurbaines. Et j'ai le sentiment qu'on est un petit peu passé à côté, et j'espère que vous, au Sénat, lorsque la loi cadre arrivera, vous pourrez rétablir cette vision de l'aménagement du territoire à travers notamment Ambition France Transport et les services express régionaux métropolitains. C'est une nécessité, sinon là, nous allons accentuer la fracture territoriale et la fracture rurale. Nous comptons sur vous à l'AMF, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et disponibles pour formuler un certain nombre de propositions. Et puis je voulais remercier également tous nos collègues qui ont témoigné. Vos témoignages sont essentiels pour nous, ils nous guident et nous allons continuer à porter votre parole à l'échelle nationale. Merci à tous. C'est la fin de ce forum. N'oubliez pas de vous référer à l'enquête nationale et bonne continuation du congrès.